Donc, Teddy Deschamps, conseiller en aménagement du territoire à la CMQ. On a également, en fait, en collaboration avec Agathe Gentil, conseillère en aménagement du territoire, et Marie-André Boisvert, qui est conseillère en environnement et qui participera à cette présentation aussi. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, donc ce défi, c'est assurer une occupation plus durable du territoire et elle est reliée en fait à une orientation particulière dans le premier projet du PEMAD révisé, qui est donc intitulé Occupation durable du territoire. En fait, cette orientation, elle est nouvelle face au PEMAD en vigueur, mais elle vient s'inspirer de différentes stratégies qui est dans ce PEMAD. À savoir aussi qu'elle s'appuie sur d'autres politiques, sur des lois et sur des documents notoires. On peut prendre déjà en premier lieu le cadre légal, en fait, sur lequel vient se fixer les balises à intégrer dans le PEMAD. Donc, on peut avoir les orientations gouvernementales, qu'on dit les OGAT. On peut avoir la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la loi sur l'eau, la loi sur le développement durable, toutes sortes de lois, un panel de lois. On a également aussi des études et des visions qui ont été effectuées par la CMQ préalablement, donc par exemple comme la vision métropolitaine de l'eau qui a été faite en 2020, qui a été adoptée en 2020, ou alors encore des outils, justement sur des outils de planification en gestion de l'eau, comme on peut avoir les plans directeurs de l'eau. Antoine en a parlé tout à l'heure, mais je préfère autant remettre l'emphase dessus, c'est qu'il est à savoir que cette orientation, elle est en pleine réflexion et que la consultation d'aujourd'hui, elle est essentielle pour étoffer et élargir nos réflexions actuelles. Donc, chaque intervention que vous ferez lors des ateliers ou même par la suite sur la plateforme sera complètement bénéfique à cette construction d'orientation et qu'elle portera en fait bénéfice pour optimiser le territoire là, de la meilleure façon possible. Notre structuration donc de la présentation qui va suivre, en fait, elle est en lien avec la consultation. On a décidé de la découper ainsi parce que justement, on veut apporter des réflexions sur des sujets bien précis et on a donc décidé de la découper en 3 thématiques. Vous verrez par la suite. Donc, la première sera sur l'allocation de la croissance pour optimiser le développement. La seconde sera sur le maintien des caractéristiques naturelles et distinctives de tous les milieux dans le cadre justement de cette optimisation de développement. Et la troisième, qui sera justement présentée par Marie-André, sera sur la gestion intégrée de l'eau. On peut changer de diapo, s'il vous plaît. Donc, si on rentre sur la première thématique, donc cette première thématique, c'est sur l'allocation de la croissance, comme je vous le disais auparavant. Donc, dans le contexte, on constate qu'on a un développement en fait, qui est dispersé et que la consommation d'espace s'accentue. La carte qu'on peut voir justement sur la présentation, elle présente la modélisation du développement urbain donc depuis 1940, où on a justement un gradient de couleur que vous pouvez voir. Le premier constat, c'est qu'on a une concentration des activités avant les années 60, donc par le panel de couleurs donc bleu et vert qui se concentre dans les centralités urbaines. Et à partir des années 60, on a justement un éparpillement des activités qui se font dans une première couronne, donc de 60 à 2000, où on voit par un panel, on va dire un gradient de couleur jaune et orange, et dans un dernier temps, dans la seconde couronne, dans les 20 dernières années, qui est matérialisée par une couleur rouge. Donc, en fait, à quoi cela est dû? C'est en fait un mode de développement du territoire qui s'est répandu depuis les années 60, notamment par l'utilisation de l'automobile et qui montre en fait une composition justement du mode de développement par des maisons unifamiliales et cette déconcentration des activités. On voit d'ailleurs très bien, on voit un développement tentaculaire qui se fait en fait le long des axes routiers principaux. On peut changer, s'il vous plaît. Merci. Donc, finalement, on voit, en fait, ce constat, il n'est pas nouveau. Donc, la communauté, dans un premier temps, elle a traité justement de cet enjeu de consommation d'espace dès l'élaboration de son premier PEMAD, en se dotant principalement justement de seuils de densité, de consolidation et en encadrant l'urbanisation par l'instauration d'un périmètre d'urbanisation métropolitaine. On a des efforts qui ont porté leurs fruits. Donc, comme on peut le voir, de 2011 à 2016, le rythme de croissance du milieu urbanisé a été moins élevé que celui de la population. Donc, on a eu un accroissement de la population de 4,2%, alors que le milieu urbanisé a été seulement de 2,99%. Toutefois, lorsque finalement, quand on se cadre dans l'horizon 2041, qui est de l'horizon de notre nouveau PEMAD, on a en fait de nouveaux éléments qui vont peut-être renforcer cette pression existante. Et on le voit justement par le graphique qui est à droite, on va quand même avoir un ralentissement donc projeté de la croissance démographique, mais la modification de la structure des ménages, notamment par le vieillissement de la population, le baisse du nombre de personnes par ménage, couplé en plus à une prospérité économique qu'on vit en ce moment, en fait, devrait maintenir, voire même augmenter la demande immobilière. Et qu'est-ce que cela en fait induit? Ça induit justement des conséquences sur la durabilité de notre territoire. Donc on va avoir en premier lieu des pressions sur les espaces naturels, agricoles et sur la ressource hydrique, sur des espaces qui sont en marge des espaces déjà urbanisés. Et on peut, par exemple, prendre en compte des risques
comme le maintien de la biodiversité, ou alors peut-être une réduction du potentiel des filières de production agricole, à un moment où justement les Québécois sont de plus en plus soucieux de la provenance des produits qu'ils consomment. On peut aussi également avoir des risques sur la diminution des potentiels récréotouristiques, notamment par la consommation d'espace sur des espaces récréatifs et forestiers. Et ça peut porter également menace à l'intégrité de nos paysages qui façonnent notre territoire. D'un point de vue un peu plus économique, on va avoir également aussi une augmentation des coûts des infrastructures publiques, parce que si on continue justement par une consommation du territoire avec des secteurs de faible densité, ça va valoir vraiment cher d'avoir ce prolongement des réseaux d'aqueducs, d'égouts ou des réseaux routiers. Et enfin, on peut avoir un maintien, donc la dispersion, une dévitalisation de certains secteurs, excusez-moi, qui présentent peut-être une bonne vitalité économique jusqu'à présent, notamment par le développement de faible densité et discontinu. Changement de diapo, s'il vous plaît. Donc, nous, comment, en fait, on commence à répondre à ça dans notre premier projet PEMAD, donc présenté ce jour, c'est que la CMQ, elle a donc décidé d'intervenir afin d'orienter la croissance démographique dans certains secteurs particuliers. Donc, le premier objectif est de structurer le territoire selon les caractéristiques urbaines, périurbaines et rurbaines donc des milieux. Et ça, c'est en complémentarité, si vous étiez présent à la présentation du défi 1, qui a été présenté par Nabila Bachiri, on a eu finalement une structuration du territoire qui était composée de pôles, noyaux et corridors, donc comme vous pouvez le voir sur la carte présente. Et on demande en plus à nos composantes d'identifier des différents milieux, 3 types de milieux, pour que nous, on puisse distinguer la diversité de ces milieux comme facteur distinctif de l'attractivité et de la qualité de vie donc, du territoire. Donc, si on reprend un peu cette carte-là, on a 3 types de milieux. Donc, en jaune, qu'on peut voir dans la centralité urbaine, donc c'est ce qu'on appelle le milieu urbain. Donc, c'est la centralité urbaine de l'agglomération de Québec et de Lévis et qui se distingue par un cadre bâti continu et relativement dense. En vert clair, donc là, on a le milieu périurbain, donc composé du reste du territoire de l'Atlantique-Québec et de Lévis, ainsi que des composantes donc, de la MRC de la Côte-de-Beaupré et la MRC de la Jacques-Cartier. Donc là, ça se caractérise en fait, ce bâti, il est souvent discontinu, principalement composé d'habitations unifamiliales ou alors de moyenne densité et à certains endroits spécifiques de services de proximité. Et enfin, le milieu urbain, donc, qui se compose de l'île d'Orléans, de la MRC de l'île d'Orléans, et qui là est composé d'un habitat dispersé qui gravite autour d'un noyau villageois. Et là, on a en fait une forte identité agricole, mais à savoir que l'activité principale de ces résidents est liée au milieu urbain, donc à proximité, aux activités que concentre ce milieu urbain. Donc, le but, en fait, de cette structuration, c'est que ces 2 structurations, que ce soit pôle, noyau, axe ou les milieux de vie, vont servir de socle à la détermination d'autres éléments afin d'orienter justement notre croissance au bon endroit pour permettre une occupation durable du territoire. On peut changer, s'il vous plaît. Le deuxième objectif sur cette thématique, la grande thématique de l'optimisation du territoire et la question de la croissance, c'est optimiser le développement par la densification et la consolidation. Donc nous, pourquoi on décide d'intervenir justement sur ces sujets-là? C'est parce que par la densité ou la consolidation, on va avoir une rentabilisation des infrastructures existantes. Au point de vue économique, on va avoir aussi peut-être une favorisation du dynamisme et de la vitalité économique au niveau local. Et d'un point de vue santé et mobilité, on va avoir justement une réduction du temps de déplacement en transport actif et une réduction des distances parcourues. Ceci va permettre aussi d'améliorer la santé des populations en favorisant notamment le transport actif et des saines habitudes de vie. Le point principal aussi, c'est de réduire bien évidemment la consommation d'espace. C'est l'objectif justement de notre orientation. Comment ça se traduit dans notre PEMAD, dans ce premier projet? C'est qu'on demande à nos composantes certains critères spécifiques. Le premier, c'est l'instauration de seuils de densité et de consolidation, donc distinctifs selon les milieux, selon la base que je vous ai montrée tout à l'heure, et qui est déjà mis en place dans le PEMAD en vigueur et qui est en cours de réajustement en lien avec les composantes. Le deuxième point, c'est de renforcer les secteurs de consolidation. Donc déjà, dans le premier PEMAD, la CMQ avait demandé d'identifier des secteurs devant faire l'objet justement d'une consolidation. Et là, on redemande d'actualiser justement ces secteurs de consolidation où là, on va pouvoir réactualiser aussi le potentiel d'accueil pour justement ajuster peut-être la délimitation de ces secteurs de consolidation.
Deux peut-être nouvelles interventions qui sont préconisées dans le nouveau PEMAD, c'est l'identification et la caractérisation du potentiel de développement et de requalification de terrains non optimisés. Donc là, la communauté, elle souhaite agir sur la gestion et l'aménagement de terrains qui sont non optimisés. Donc là, on peut parler de terrains contaminés, on peut parler de friches urbaines, on peut parler de stationnement, d'aires de stationnement, qui engendrent en fait une sous-utilisation de l'espace urbain et une perte de la valeur foncière. Et enfin, en dernier lieu, c'est l'instauration d'un rapport de suivi quinquennal. Donc là, il est demandé aux composantes de faire état de la progression de la densification et de la consolidation dans ce rapport-là. Et à partir d'ici, en fonction des résultats, on va pouvoir voir s'il y a une atteinte ou non et de pouvoir peut-être réajuster, réévaluer ces seuils. Donc là, la deuxième thématique, donc je vous parlais tout à l'heure. Donc là, on est sur l'importance de tenir compte des caractéristiques naturelles et distinctives dans les milieux, que ce soit dans les nouveaux développements ou dans les projets existants. Donc là, on a un contexte qui fait qu'on se rend compte que le développement actuel n'a pas toujours ces caractéristiques naturelles, donc du milieu récepteur. En effet, on a une demande des ménages pour s'établir dans un milieu de vie naturel qui est de plus en plus fort. Les gens souhaitent finalement être à proximité des milieux naturels et souhaitent qu'ils soient valorisés. On le voit notamment principalement dans la diapositive qu'on vous a présentée sur la dispersion des activités par un déplacement justement des populations dans le deuxième, troisième couronne. Et on le voit également par des secteurs de villégiature qui sont de plus en plus en forte demande et où résident de plus en plus des gens de façon permanente. Par contre, ce qui est paradoxal, c'est qu'on se rend compte que les pratiques de préparation de ces terrains-là pour accueillir justement ces développements ne prennent pas toujours forcément en compte l'état naturel. On a un déboisage systématique, on a un nivellement de la topographie pour faciliter les constructions. Et donc, ceci, en fait, ces pratiques et ces choix de localisation, eh ben, ça peut entraîner des risques, notamment sur le maintien de la biodiversité, la qualité de la ressource hydrique à long terme. On a également aussi des problématiques nouvelles qui peuvent s'installer, notamment les problèmes d'îlot-chaleur justement, des secteurs qui n'étaient pas propices à ces problématiques-là au préalable. Et enfin, comme je l'ai bien dit tout à l'heure, on a aussi conscience qu'on n'intègre pas ces caractéristiques-là dans le cadre bâti existant. Donc là, on voit qu'on a des préoccupations de plus en plus fortes, de plus en plus grandissantes, notamment sur l'abattage d'arbres matures et sur la perte d'une canopée abondante, notamment dans les centralités urbaines. On peut changer, s'il vous plaît. Donc là, comment justement dans notre PEMAD, on répond à ça? Comment en fait la communauté souhaite agir? En fait, c'est de mettre de l'avant la conservation de ces caractéristiques naturelles et distinctives où va venir s'implanter la croissance démographique ou là où cette croissance va être sinon consolidée dans les centralités urbaines. Donc déjà pour les nouveaux développements, nous, on va imposer des mesures relatives au moindre impact sur les milieux naturels et la ressource hydrique. Donc, c'est un panel de mesures, mais on vous en a mis trois principales. Donc, le premier, en fait, c'est de considérer les effets cumulatifs dans le bassin versant, dans les choix de localisation, afin de trouver justement l'endroit optimal qui ne va pas créer un problème environnemental ou qui ne veut pas en aggraver un qui est déjà existant. Le second lieu, c'est que l'espace qui va être disponible à la construction ne va pas comprendre l'ensemble des milieux naturels sensibles et à haute valeur écologique. Et pour terminer, c'est qu'on va avoir une gestion des eaux pluviales de façon exemplaire et en retirant justement des surfaces imperméabilisées. Pour ce qui est du cadre bâti existant, on a toujours effectivement cette gestion des eaux pluviales de façon exemplaire. Et là, on veut mettre de l'avant le contrôle d'abattage d'arbres matures et la plantation d'arbres et de végétaux. Dans un deuxième temps, donc une autre mesure qu'on va mettre de l'avant, c'est effectivement de mettre des mesures compensatoires exigées lorsqu'un projet a une emprise au sol élevée et donc est susceptible de perturber l'environnement et la qualité du milieu dans lequel il s'implante. Nous, il y a des projets qui ont une part importante effectivement de cette consommation d'espace, tout le monde en est conscient, et donc on juge qu'il est de leur devoir de soutenir activement la réhabilitation des milieux qui sont environnants et qui sont propices à cette réhabilitation-là. Aussi pour la seconde thématique, la troisième thématique va être abordée par Marie-André Boisvert, auquel je laisse la parole. Merci, Teddy. Bonjour à tous. Donc, là, je vous présenterai la troisième thématique qui va porter spécifiquement sur la ressource en eau. Donc, la gestion intégrée de l'eau est dorénavant une approche incontournable en matière d'aménagement du territoire.
Par le passé, la CMQ a jeté des premières bases de gestion intégrée de l'eau en aménagement du territoire, notamment avec son PEMAD en vigueur, mais aussi avec les RCI 2010 et 2019, comme on connaît, qui sont venus réglementer certains usages, certaines activités, particulièrement dans les bassins versants de prise d'eau potable. Par la suite, jusqu'à tout récemment, la communauté, avec de nombreux partenaires de la région, ont élaboré en concertation une vision métropolitaine de l'eau. La démarche a permis d'identifier de nombreux objectifs et actions, notamment un grand besoin d'arrimage entre les outils de planification d'aménagement du territoire, dont le PEMAD, et ceux de la ressource en eau. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a encore besoin, je dirais, de continuer, de poursuivre nos efforts en termes d'intégration de la gestion de l'eau, de la ressource en eau dans l'aménagement du territoire. Donc, la communauté métropolitaine de Québec, évidemment, souhaite contribuer à cette démarche-là. Il vient réitérer l'importance d'aménager, de planifier le territoire en tenant compte de la ressource hydrique à la fois de surface que souterraine. Comment on compte le faire? Bien, d'abord, comme ce que Teddy vient de vous présenter dans la deuxième thématique, on souhaite ajouter des nouvelles conditions par rapport à la ressource hydrique là, dans les situations de nouveau développement ou aussi dans les situations en ce qui a trait au cadre bâti existant. Puis l'autre filon qu'on souhaite prendre, c'est d'accorder une attention particulière à certains territoires d'intérêt par rapport à l'eau. Je vais changer de diapo. Pour y parvenir, pour que ça fonctionne, je souhaitais quand même attirer votre attention sur 3 éléments qui sont assez fondamentaux quand on parle de gestion intégrée de l'eau. D'abord, on a dans ce domaine-là, comme dans d'autres domaines, mais on a un grand besoin de connaissances, d'aller chercher des connaissances sur le terrain, si on parle de qualité de l'eau, etc., mais on parle de gestion intégrée de l'eau, donc il y a toutes sortes de données qu'on doit obtenir pour être en mesure, au final, de produire des outils d'aide à la décision précis, pertinents, qui vont nous permettre de bien intégrer, finalement, la gestion de l'eau à l'aménagement du territoire. L'autre point qui est assez majeur, c'est on parle d'eau de surface, on va traiter ça par bassin versant la plupart du temps, mais chaque bassin versant est unique et a ses propres particularités. Mais ça vient un peu complexifier finalement l'acquisition de connaissances parce qu'il faut vraiment aller bien connaître chaque bassin versant, chaque territoire. C'est plus difficile de faire des généralisations. Donc, puis là, on parle de bassin versant, mais on pourrait parler de sous-bassin versant, sous-bassin, sous, etc. Donc voilà. Puis le dernier point, et non le moindre, mais on parle de bassin versant, encore une fois, des limites naturelles. Évidemment, c'est jamais les mêmes limites administratives des municipalités, des MRC. Donc, dans un bassin versant, par exemple, il peut y avoir 3 MRC, 6 municipalités. Donc, d'où l'importance de travailler en concertation, d'avoir des actions cohérentes, surtout coordonnées à l'intérieur d'un même bassin versant. Puis, aussi d'avoir l'engagement des parties prenantes pour être certain qu'on avance dans la même direction pour être en mesure de rencontrer les objectifs qu'on souhaite se fixer. Donc, comment on a concrétisé ça en partie dans la première version du PEMAD révisé? En fait, un des objectifs est de connaître, analyser, planifier et développer le territoire par bassin versant. Ce qu'on souhaite, ce serait d'identifier des bassins versants d'intérêt métropolitain et de leur attribuer des objectifs et actions qui vont permettre de maintenir ou retrouver l'état de conservation souhaité dans ces bassins. On souhaite poursuivre dans la même veine par rapport à la protection des bassins versants de prise d'eau. Donc, on va raffiner l'intégration du RCI 2010 qui avait été intégré dans le PEMAD en vigueur. Puis, on va aussi intégrer les éléments du RCI 2019 qui concernent la rivière Saint-Charles et Montmorency. Dernier point, la CMQ a joue un rôle en matière de protection des prises d'eau, mais le gouvernement a aussi demandé aux municipalités, spécifiquement dans le cadre du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, le RPEP, de produire des analyses de vulnérabilité des prises d'eau potable de catégorie 1.
Donc, ce qu'on souhaite, ce qu'on propose, c'est que des plans de protection soient mis en place pour ces aires d'alimentation-là, évidemment découlant là, des analyses de vulnérabilité qui ont été produites par les municipalités.